Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. La forêt est un acteur majeur de nos sociétés où elle revêt une dimension culturelle, scientifique, économique, juridique et bien sûr politique. Ainsi, à mesure que l'on détraque le climat et les écosystèmes, la forêt nous lance un appel. Un appel à la curiosité, un appel à l'humilité et un appel à la métamorphose, comme l'indique Laurent Saint-André, chercheur à l'INRAE. Le propos, c'est pas de soulever le chêne de Chantilly, en particulier le chêne pédonculé, parce qu'il est plus adapté à ce climat pour le sol qui est là. L'enjeu, c'est d'avoir une forêt. Pour Katia Blairon, professeure de droit public à l'Université de Lorraine, le droit peut accompagner cette métamorphose. Le droit doit s'adapter un petit peu aussi à la société. Et si la société dit il faut personnifier la nature, on a tous les outils juridiques pour le faire. Cet épisode parle de personnalité juridique de la forêt, de dialogue entre élus, citoyens, citoyennes et scientifiques, et de lisière en mouvement par-delà les frontières. Bonsoir, merci d'être venu. Donc, vous avez ici quelques journalistes de la rédaction d'Epsilon, qui en contient une trentaine en tout, une quinzaine à plein temps. Nous remercions beaucoup la Recyclerie avec qui nous partageons des valeurs d'indépendance et d'attention au monde dans lequel nous vivons, de nous accueillir ici. C'est l'occasion d'un lancement d'un moitié livre, moitié magazine que nous avons fait pendant 1 an. Un travail harassant, donc c'est Jean-Baptiste qui était à la baguette et qui a interrogé, lui personnellement, une cinquantaine de chercheurs. L'équipe l'a aidé pour une cinquantaine d'autres chercheurs. Vous en avez 2 éminents à côté que Jean-Baptiste va vous présenter. 2 spécimens. Le projet était de rentrer dans la forêt, d'observer ces métamorphoses modernes, de répondre à son appel, car sur Terre, nous n'avons pas beaucoup d'alliés. S'il en est un avec qui nous devons dialoguer, c'est la forêt. Donc on a passé 1 an dans la forêt, de façon... Jean-Baptiste parfois se balade dans la forêt, moi je vous avoue pas assez, mais donc de façon peut-être un peu virtuelle, en tout cas avec ceux qui la regardent d'un regard rationnel, analytique, toujours un peu surprenant. Voilà, nous on pense que la science est culturelle en fait. On pense que c'est pas un magazine de savoir. Si vous voulez savoir des choses sur la forêt, achetez autre chose. Par contre, si vous voulez rentrer en contact culturellement avec la forêt, émotionnellement avec la forêt, sur la base de la rationalité, peut-être que certains d'entre vous qui êtes là, vous l'avez déjà, vous nous avez soutenus sur Ulule. Nous tâchons, nous, de garder contact avec la forêt, mais surtout de garder contact avec nos lecteurs qui nous apportent 95% de nos revenus, c'est la base. Nous sommes au service d'une seule chose, de 2 choses, de la forêt, mais de nos lecteurs et de l'intelligence de nos lecteurs. Jean-Baptiste et nos 2 invités vont vous le démontrer. Merci Hervé, et merci à vous, merci de votre présence. Et merci Katia Blairon et merci Laurent Saint-André d'être là ce soir pour discuter de la forêt, de son avenir, de ses métamorphoses, de ses merveilles et qu'on espère pouvoir conserver au mieux, pour l'avenir, excusez-moi. Donc Katia Blairon, donc vous êtes professeure de droit public, spécialisée en droit de la forêt, à l'Université de Lorraine. Et donc j'ai eu le plaisir d'échanger avec vous dans le cadre de ce MOOC autour de la question ô combien importante du droit des forêts, puisque la forêt, c'est aussi un objet, une entité politique et une entité juridique ô combien importante. Et c'est difficile, et il est impossible de penser l'avenir de la forêt sans penser les questions de droit. Donc je suis très heureux que vous soyez là ce soir pour en discuter avec nous. Et à côté de vous, donc Laurent Saint-André, vous êtes chercheur à l'INRAE, spécialiste en des cycles biogéochimiques et des écosystèmes forestiers. Vous avez mené récemment un travail très, très important, on en parlera dans le cadre de la forêt de Chantilly, et vous coordonnez aussi au niveau européen un programme au niveau français, c'est ça, le programme InSilva, un programme de recherche en lien avec ces changements qui nous appellent, qui nous préoccupent et dont on va essayer de parcourir et d'explorer ce soir.
Pour commencer, justement, donc c'est un des grands titres du MOOC, cette grande métamorphose. Cette question de la métamorphose, peut-être qu'on pourrait commencer par préciser un peu ce qu'on entend par changement. Quels sont les signes de ce changement ? On ressent tous et on a tous en tête les conséquences du changement climatique. On sait qu'un peu partout dans le monde, les forêts continuent aussi d'être en interaction forte avec les activités humaines. Peut-être pour commencer, pour qu'on plonge peut-être de manière très concrète dans cette métamorphose, Laurent, est-ce que vous pourriez peut-être nous parler de cette forêt de Chantilly qui n'est pas très loin de Paris et qui, je crois, a quelques en tout cas, enseignements à nous révéler? Alors oui, la forêt de Chantilly, vous la trouvez au nord de Paris. Et vous pouvez aller vous promener dans cette forêt-là. Il y a à peu près 2 millions de personnes qui passent dans cette forêt tous les ans. Donc c'est une forêt qui fait 6300 hectares, qui a été léguée par le duc d'Aumale en 1886 à l'Institut de France. L'Institut de France, c'est l'institut qui regroupe toutes les académies. Académie des sciences, Académie des lettres, etc. Et donc c'est une forêt qui a un statut privé, mais qui est sous le régime public, des forêts publiques. Et donc elle est gérée à la fois par le propriétaire, l'Institut de France, et l'ONF. Voilà. Alors cette forêt, c'est principalement du chêne de très haute qualité, qui sert à faire des tonneaux, qui sert à faire plein de produits de très bonne qualité. Et elle a un problème, cette forêt. Ils sont venus nous alerter en 2018. Il y a à peu près 40% des arbres qui ne sont pas dans un état sain à Chantilly. Voilà. C'est 210 000 mètres cubes et c'est 24 ans de récolte qui ne vont pas bien. C'est-à-dire qu'en fait, les gestionnaires et le propriétaire n'ont plus le levier habituel pour gérer la forêt. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc on est dans une situation où il fallait agir. Et puis je vais vous expliquer comment on a implémenté cette fonction-là. Est-ce que tu veux que je continue sur l'Europe et le monde Effectivement, donc c'est ce que tu évoques, c'est ce qu'on a pu entendre aussi dans la presse, la question du dépérissement, notamment donc les chênes est une espèce qui est en souffrance en France, donc particulièrement dans la forêt de Chantilly. Peut-être revenir concrètement dans cette forêt, comment ça s'incarne ce dépérissement. Donc ces chênes sont en souffrance, ils sont en souffrance à cause quoi, des sécheresses notamment, c'est ça, répété? Alors il y a de ça, effectivement. Il faut bien voir que depuis 2013, voilà, à peu près 8 années sur 10 ont dépassé en température maximum les plus 3 degrés. Et en température moyenne, c'est 6 années sur 10. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a eu 76, on a eu 2003, là on a eu 2015, 2016, 2017, 2018, d'affilée. Et ça fait que l'arbre il résiste une fois, il résiste un peu moins la deuxième fois, encore moins la troisième fois. Donc quand vous allez vous promener en forêt, nous, d'habitude, on regarde soit à nos pieds, parce qu'on a peur de trébucher, soit à hauteur d'homme. Mais là, je vais vous inviter faut que vous leviez la tête. Et là, vous allez tout de suite voir les dégâts. Parce qu'il y a plus de feuilles sur les cimes. Donc on a l'impression du vert, mais en fait pas du tout. Les arbres, ils sont en train de mourir. Voilà. Et ça, c'est effectivement pas spécifique à la forêt de Chantilly. Ça a été extrêmement bien documenté en France, aussi en Europe, ailleurs, un peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux dire peut-être 2 mots sur cette tendance globale qui bouleverse les écosystèmes forestiers, que ce soit des forêts gérées ou des forêts même qui sont... Voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec la gestion là, à ce stade-là. Toutes les forêts, toutes les espèces forestières sont impactées, toutes. On a 2 organismes qui enregistrent ça. C'est le département santé des forêts du ministère de l'Agriculture, donc qui enregistre le dépérissement, la défoliation. Et puis il y a l'IGN, l'inventaire forestier national, qui lui quantifie l'impact en termes de mortalité. Pour vous donner 2 chiffres, défoliation, 60% des feuillus sont atteints et 35% sont tous les ans. Voilà. Toute espèce confondue. Alors ça se traduit normalement, pas forcément par une mortalité. Mais les données de l'IGN montrent que entre la décennie 2005-2013 et 2013-2021, la mortalité a augmenté de 80%. Ça ne dit pas forcément grand-chose, parce que si on part de rien, 80% de rien, ça ne fait pas grand-chose. En fait, on est parti de 8% de mortalité à 19%
de mortalité de l'accroissement, de la photosynthèse brute. C'est-à-dire ce que les arbres ils captent du CO2 atmosphérique, il y en a déjà 19% qui partent en mortalité. Et en plus, il y a une baisse de production. Ça, c'est les chiffres français. On regarde en Europe. Là, je vous ai dit 80% d'augmentation en 10 ans. En Europe, c'est 8% par an. Donc, si vous multipliez par 10, ça fait à peu près le même taux. Après, c'est les sécheresses, mais il y a aussi les insectes. Si on regarde en Europe, jusqu'aux années 80, c'était des pics ponctuels. Par exemple, c'était après la guerre, en 45, 46, 47, 48, hop. Puis après, il y avait zéro. Puis après, il y a eu quelques sécheresses, hop, il y avait un petit pic. Là, on est passé des années 80 avec très peu, 1 million de mètres cubes. Là, on est à 31 millions. Et ça augmente comme ça. Il n'y a plus de baisse, ça ne redescend plus. Voilà. Ça, c'est les attaques d'insectes. Et puis, si on regarde dans le monde entier, en fait, on a les mêmes problèmes. Et puis, vous avez entendu parler des méga-feux dans les zones nordiques, etc. Ce qui fait que, globalement, la situation n'est pas très bonne pour les forêts. Ouais, on sent qu'effectivement, il y a cette... Et c'est ce que me confient aussi certains de tes collègues à l'international, c'est que le bilan est effectivement partout le même. Il y a un déséquilibre de ces écosystèmes induit à la fois par le climat, par ces attaques de ravageurs qui sont globalisées notamment avec la globalisation, donc qui a favorisé la circulation de ces insectes dans le monde entier. Il y a des exemples au Canada, il y a des exemples aussi en Europe, hélas. À partir de ce déséquilibre qu'on observe un peu partout dans le monde, et si on revient par exemple particulièrement dans la forêt de Chantilly, il y a déjà des projections qui sont faites sur quelle forêt, par exemple, en 2100, compte tenu de ces... On sait qu'il y a quand même, ces forêts ont aussi un peu de résilience, les arbres peuvent repousser, peut-être, mais voilà. Est-ce qu'il y a des scénarios déjà qui imaginent l'avenir de ces forêts en l'état, si on ne fait rien? Alors, je vais continuer à être pessimiste, mais après, on me donnera des motifs d'être optimiste. Hein. Je commence toujours comme ça. Je fais le constat un peu mauvais, puis après, on donne les solutions. Comme ça, on repart avec un bon message derrière. Il faut bien voir que ce qu'on vous annonce, en moyenne 1,5 degré d'augmentation pour le monde, si on y arrive, hein, voilà. En fait, en France, on est déjà à plus 3. On va être à plus 4 en moyenne. Plus 4 en moyenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on change de biome. C'est-à-dire qu'une toundra devient une forêt boréale. Et c'est déjà en cours. La forêt boréale, elle augmente de 4 km, elle grignote la toundra de 4 km par an. Une forêt boréale, changement de biome, plus 4, ça devient une forêt tempérée. Une forêt tempérée devient une forêt méditerranéenne, et une forêt méditerranéenne devient une steppe ou un désert. Voilà. Donc c'est ça qui va arriver. Et donc l'histoire de résilience, ça devient complètement difficile, ça devient très très difficile pour une forêt. Ça se pose pour tous les écosystèmes, qu'ils soient les réserves naturelles, les réserves intégrales, etc. Tout se pose. Les parcs naturels, sur les zones protégées, ils savent pas comment ils vont faire pour protéger telle ou telle fleur, etc. Je vous donne un exemple à Chantilly. Le Conservatoire national botanique de Bailleul a travaillé sur les séries de végétation. Les séries de végétation, c'est tout simple. En fait, c'est un groupe d'espèces qui aiment bien vivre sur le même sol et le même climat. Elles sont bien décrites dans la littérature. Donc on a fait les séries de végétation de Chantilly. Puis ils se sont amusés à regarder les séries de végétation en descendant de plus en plus vers le sud. Et ça permet de dire, voilà ce qui va se passer à Chantilly. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces qui vont disparaître. Alors si c'était une espèce invasive qui disparaît, tant mieux, on est content. Par contre, si c'est une espèce d'intérêt, là on est moins content. Mais par contre, il va y avoir des apparitions d'espèces qui vont arriver. Alors c'est pareil, il peut y avoir une remontée d'espèces invasives, là on est moins content. Et puis par contre, si c'est une remontée d'espèces qui nous intéressent, qui permettent à l'écosystème de fonctionner, on est plutôt content. On a évalué tout ça, et la prise de conscience qui s'est faite à Chantilly avec les citoyens, avec les bénévoles, avec les scientifiques, c'est que le propos, c'est pas de soulever le chêne de Chantilly, en particulier le chêne pédonculé, parce qu'il est plus adapté à ce climat pour le sol qui est là. L'enjeu, c'est d'avoir une forêt. Et ils sont conscients que ça va pas être la même forêt. Donc ça, c'est déjà une prise de conscience forte, hein, c'est-à-dire Et par contre, ce à quoi ils se tiennent, c'est que les fonctions de la forêt soient maintenues. Faire de l'eau propre,
réservoir de biodiversité, stocker du carbone, en particulier dans le sol, parce que le sol est moins sensible au climat que la partie aérienne, etc. Donc tous ces services-là, la récréation, le climatiseur, pourquoi les Parisiens ils vont se promener en forêt de Chantilly, simplement parce qu'il fait 10 degrés de moins. Voilà, tout bêtement. Hein. Donc ça devient agréable, ça devient respirable. Voilà. Il y a un consensus, en fait, qui est apparu, une prise de conscience en enlevant la tente, en voyant qu'effectivement ça ne va pas, et une prise de conscience que ce n'est pas les chênes en tant que telles qu'il faut sauver, c'est la forêt. Voilà. Ouais, ça, c'est très intéressant et c'est déjà un changement de paradigme. Hein. On sauvait la forêt, c'est pas forcément sauver la forêt telle qu'on l'a connue, alors que c'était autrefois, conserver une forêt depuis des siècles, c'est léguer toujours la même composition, les mêmes chênes, les mêmes êtres, les mêmes pins, etc. Donc ça, c'est vraiment un changement, je pense, dans les pratiques forestières assez vertigineuses, surtout compte tenu des incertitudes. Et puis, ce que tu rappelles très bien, c'est que effectivement, il y a une multitude de multiples enjeux qu'on assigne aujourd'hui aux forêts. Donc, puits de carbone, continuer à avoir quand même des ressources de bois de qualité, qu'elles puissent continuer à être des réserves naturelles. Hein. Pour rappel, c'est quand même 80% de la biodiversité terrestre qui vit dans les forêts dans le monde entier. Donc, ce rôle-là est quand même très important. Mais également de patrimoine culturel, qu'on puisse encore s'y promener et avoir une expérience aussi sensible, esthétique qu'on a connue. On aimerait préserver quand même ce rapport-là à la forêt. Et là, je me tourne du coup vers Katia, parce que c'est vraiment un des grands enjeux de ce siècle que de repenser en profondeur comment la forêt, si on veut la préserver, la forêt c'est une entité, c'est un écosystème, une entité vivante, mais c'est aussi, son existence et sa persistance est déterminée par les choix que les humains font et par les lois qu'ils dictent. Donc comment justement cette multifonctionnalité qui est où on demande beaucoup aux forêts pour l'avenir, comment justement se saisit le droit, les questions de droit se saisissent de ces nouveaux enjeux face en plus à toutes ces incertitudes, ces changements, pour essayer d'offrir des perspectives. Oui, alors en effet, comme tu le dis, le droit est vraiment une expression de la société, des choix de société. Et historiquement, la forêt n'existait pas avant le droit. La forêt a été créée en raison de nécessités politiques. Une réserve de chasse, on y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais quand le droit s'est saisi de la réglementation de la forêt, c'est parce qu'à l'époque, la société voyait d'abord dans la forêt une réserve de bois, des ressources qu'il fallait protéger pour garantir sa pérennité. Alors aujourd'hui, la forêt se voit reconnaître toutes ses fonctions, ce qu'on appelle la multifonctionnalité des forêts dans le droit. Il y a un code forestier qui le prévoit. Donc des fonctions environnementales, préservation des écosystèmes, des fonctions sociales, récréatives, touristiques, voire culturelles, des fonctions économiques. Et c'est d'ailleurs cette fonction économique de ressources en bois, bois d'œuvre, bois énergie, bois de chauffage, qui est surtout mise en valeur. C'est surtout la fonction économique qui vient un peu écraser les autres. Et donc le droit forestier, parce qu'il y a d'abord eu ce droit, historiquement, la forêt a un vieux droit qui a même anticipé le droit de l'environnement. C'est un droit qui a plus de 200-300 ans, qui a d'ailleurs été précurseur, dans certains cas, du droit de l'environnement. Le développement durable vient de la forêt. On appelle ça la possibilité forestière, mais le développement durable ne date pas des années 70. Il a vraiment été créé dans le milieu forestier. Mais le code forestier a été forgé pour la production de bois et la régulation du bois. Alors d'abord pour le bois de marine, pour les navires de guerre. Voilà. Ça Colbert, oui. Ensuite les bois de chauffage des industries. Et aujourd'hui, toujours pour la filière bois. Donc, certes, il y a de la multifonctionnalité, mais c'est d'abord une filière économique. Et cela rejaillit même sur tout le droit de la forêt, parce que même pour les forêts publiques, c'est d'abord du droit privé qui s'applique. C'est un droit qui est très particulier. Il faut peut-être rappeler qu'en France, d'ailleurs, 75% de la forêt est privée. Oui. Mais ce n'est pas parce que 75% de la forêt est privée que tout le droit s'applique privé, même pour les forêts publiques. C'est d'abord dans une perspective de gestion de la forêt, de vente du bois, que le droit privé a été considéré comme plus adapté par les juges aussi.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le droit par nature est conservateur. Pourquoi ? C'est sa nature, hein. C'est souvent ce qu'on lui reproche. Conservateur, il bouge pas, tout est figé. On l'avait vu pour d'autres débats de société, le mariage pour tous, etc. Mais en fait, c'est sa nature. Le droit, il est d'abord fait pour régir des rapports juridiques, quels qu'ils soient. Et c'est la stabilité de ces rapports qui va être recherchée. Donc si le droit change trop souvent, la société ne sait pas comment appliquer les règles. Donc le but, c'est ce qu'on appelle la sécurité juridique. Donc c'est pour ça qu'il est aussi conservateur. Mais le problème d'un droit rigide comme ça, c'est que quand on a des évolutions aussi importantes que pour la forêt, il faut faire adapter ces différentes règles. Et le droit, s'adapte sur d'autres aspects qui concernent aussi les forêts, mais là, il a un train de retard parce qu'il faut, en tout cas sur les enjeux climatiques, il doit s'adapter. Par contre, il est une autre fonction de la forêt qui a pris plusieurs trains d'avance, qui écrase aussi un peu les fonctions de la forêt, c'est le côté énergétique. Parce que la forêt, c'est aussi une ressource d'énergie et dans un contexte politique de souveraineté énergétique, etc., la forêt, maintenant, est mise sur le même plan que le gaz, les ressources minières, l'éolien, le bois. Et ce qui fait que la forêt elle sort de son bois du droit forestier et est appréhendée aussi par d'autres éléments. Et donc, il y a aussi une concurrence entre des enjeux politiques et ces préservations de la forêt. Et récemment, est-ce qu'il y a eu des évolutions, notamment du code forestier ou du droit de la forêt en France, pour justement aménager cette capacité à s'amender, se transformer à mesure que la forêt elle-même se transforme et donc que les gestions vont nécessairement se transformer ? Alors, il y a plusieurs dimensions sur lesquelles le droit peut s'adapter. Alors, au niveau de la gestion forestière à proprement parler, comme par exemple en domaine de Chantilly, le droit est assez timide. Donc, il n'y a pas encore d'accompagnement ferme. Donc là, il n'y a pas beaucoup d'évolution. Et c'est d'ailleurs contre-productif parce que quelquefois, le droit empêche une évolution sur le terrain d'une autre gestion des forêts. Par contre, d'un point de vue énergétique, le droit sur les différentes législations sur les énergies, l'implantation de parcs éoliens, etc. Alors là, le droit était très réactif. Par exemple, des forêts de protection se sont vues apporter des dérogations par décret fin décembre 2023 pour autoriser des forages pétroliers ou des recherches minières, par exemple. Ou une autre loi sur les installations nucléaires qui priorise les installations nucléaires au détriment aussi des forêts, dans une dynamique aussi de choix énergétiques. Donc il y a plusieurs vitesses au droit selon des choix politiques. Et paradoxalement, tu l'évoquais tout à l'heure, mais c'est peut-être intéressant de revenir sur ce concept historique qu'est la forêt, parce que le mot forêt est lui-même un mot juridique, on l'oublie souvent, et qui à l'origine était justement fait pour protéger la vie sauvage et la réserver, en tout cas, la réserver à quelques happy few, mais avec cette ambition quand même de la protéger. Oui, en effet, parce que le mot forêt en lui-même n'existait pas en tant que tel. Il vient du droit ancien, au Moyen-Âge, à partir du mot foris, qui disait en dehors. Et la forêt, en fait, est née du besoin d'établir un statut juridique pour une réserve de chasse. Progressivement, en Angleterre, mais aussi sous les Normands en France, mais en Allemagne, ça s'est vu aussi, les seigneurs et les rois ont voulu se constituer des réserves de chasse. Et donc, ils ont fermé des espaces, donc on a fini par appeler forêt, en mettant en dehors, foresta, donc vraiment à l'extérieur, des usages, des habitants qui jusque-là étaient habitués à récolter du bois pour la chauffe ou à chasser.
Et les lois qui ont été instaurées en Angleterre et aussi dans la France médiévale étaient très dures parce que lorsque les habitants contrevenaient à ces règles de chasse ou de ramassage du bois, ils pouvaient être punis de mort. Ou bien on pouvait aussi tuer leurs chiens, voire couper des pattes, etc. Mais il pouvait aussi y avoir il y a toute une histoire autour et même de brigandage. Donc il y avait eu aussi évidemment des révoltes par rapport à ça. Il y a le Black Act, par exemple, en Angleterre. Pourquoi Black ? Parce que les révoltés en Angleterre, alors qui étaient aussi des bourgeois, c'est pas que des paysans, mais il y avait toute une bourgeoisie aussi locale, un peu comme Robin des Bois, qui se grimait de noir pour attaquer la nuit les seigneurs et qui défendaient justement ces droits d'usage. Donc il y a aussi derrière ça des grands enjeux politiques. Et des enjeux qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui à travers une question, la question de la protection de ces forêts, justement. Il y a une des stratégies qui est mise en avant, notamment c'est la libre évolution pour certains massifs forestiers, certains des fois même de manière assez qui s'apparente presque à des réserves, en tout cas avec cette idée-là où on exclut les humains de cet espace forestier. Et ça pose cette question de la manière de répondre, et là je vais me tourner vers Laurent, mais vers ces enjeux multifonctionnels de la forêt. On pense souvent effectivement que les processus naturels, qu'on les a entravés avec une gestion forestière peut-être trop rationnelle, et c'est souvent une critique en tout cas qui est faite, et on a l'impression que des processus naturels comme la libre évolution pourraient peut-être être à même d'assurer une régénération et des nouvelles générations d'arbres mieux adaptés au climat. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Est-ce qu'il n'y a qu'une stratégie pour assurer une transformation pérenne et une forêt qui continue à être forêt au fil des ans ? Quel est le regard justement des scientifiques sur ces recommandations en termes de stratégie d'accompagnement de la forêt? Oui, alors il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que le discours sur la libre évolution, il tient quand les espèces, elles ont quelques milliers d'années pour faire la manip. Là, ils n'ont pas un millier d'années, ils ont 30 ans pour faire la manip. Donc c'est pas faisable, quoi. Alors la stratégie qui est plutôt privilégiée, c'est de s'appuyer au maximum sur la régénération naturelle, parce qu'il faut bien imaginer qu'un chêne, quand il fait des glands, et qu'il soit fertile, il va en faire des milliers. Donc imaginez deux parents, qui vont faire des milliers d'enfants, par rapport à nous qui en faisons 1, 2, voire 3. Là, c'est des milliers de recombinaisons qui se font. Et ça, ça tombe au sol, et puis ça pousse. Et donc ces milliers de petits enfants, puis vous multipliez ça par... en Chantilly, il y a 1 million d'arbres, 1 200 000 arbres. Voilà. Donc vous multipliez ça, et puis là, vous avez tout de suite le potentiel de renouvellement génétique sous la main, à condition qu'il ne se porte pas trop mal. Donc l'idée, c'est de favoriser ça au maximum, parce que on fait l'hypothèse que ces recombinaisons vont peut-être créer par hasard les essences du futur. Voilà. Après, on est conscient que ça ne va pas marcher tout le temps. Et donc, il faut aider la forêt, il faut aider les essences du Sud à remonter. Ça s'appelle la migration assistée. Et alors là, il y a plusieurs options. Il y a l'option de faire des plantations sous couvert, c'est ce qu'on prévoit sous Chantilly. C'est-à-dire qu'on veut garder une ambiance forestière parce que les plants se développent quand même mieux à l'ombre. Enfin, ça dépend des essences, mais en tout cas, les petits plants, ils préfèrent se mettre dans une ambiance forestière que d'être en plein cagnard. Parce que quand vous avez une température de 40 degrés à l'ombre, c'est 50-60 degrés sur les feuilles. C'est comme si vous les passez au micro-ondes. Voilà. La photosynthèse, elle ne fonctionne plus à ce stade-là. Et donc, garder une ambiance forestière, ça réduit cette pression de température. Et donc, ça permet aux plants de survivre même dans les étés chauds. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a des fois où ce n'est pas possible de le faire. Par exemple, sur les attaques de scolytes, quand vous avez des milliers d'hectares d'un seul tenant qui sont morts, là, il faut refaire une forêt complètement. Il faut repartir à zéro. Donc là, on est quand même obligé
de faire des plantations. On n'a pas le choix. Et donc l'idée, c'est de planter des essences qui vont être adaptées au climat futur de la région en question, adaptées au sol de la région en question, etc. Ce qui a été mis en place dans le cadre de J'ai juste terminé un truc. C'est que, par exemple, si on prend un autre... Là, c'était pour conserver de la forêt. Si on s'intéresse maintenant au service écosystème carbone du sol, on veut avoir une augmentation ou un maintien du carbone du sol dans les forêts. Eh bien, il y a quand même des endroits où on va pouvoir planter, avoir du bois pour faire du bois énergie, voilà, pour toi, mais aussi stocker du carbone dans le sol. Alors comment on fait ce miracle-là ? Il y a à peu près 50% de la forêt qui est nouvelle en France. Hein, c'est pas de la forêt ancienne. Les forêts en Europe, elles s'étendent, elles augmentent en surface. Et elles s'étendent où ? Sur les anciennes terres agricoles. Les stocks de carbone dans le sol forestier, c'est 80-90 tonnes de carbone par hectare. Dans un sol agricole, c'est la moitié moins, à peu près. Donc, quand vous partez d'un sol agricole, que vous mettez des arbres dessus, c'est gagnant. Parce que vous allez augmenter le carbone du sol progressivement. Un carbone qui va être, à condition que vous laissez longtemps la forêt, hein. Voilà, parce qu'il faut qu'il descende, etc. Et donc, vous allez petit à petit, vous allez avoir du carbone du sol qui va être en surface assez jeune. Et petit à petit, il va vieillir. Et par exemple, dans les sols forestiers, vous avez du carbone profond qui a plus de 3000 ans. En surface, vous avez aussi du carbone qui a plus de 3000 ans, mais beaucoup moins. Vous allez avoir du carbone plus jeune. Mais par contre, au fond, vous allez aussi avoir du carbone jeune du fait des racines qui meurent, etc. Donc, vous voyez, dès que vous mettez des arbres sur un sol agricole, on peut avoir des stratégies gagnantes. C'est-à-dire on peut faire du bois énergie, avoir une forêt adaptée au futur et stocker du carbone dans le sol. Donc tout ça, ça a été réfléchi. On a des scénarios pour différents types de forêts pour dire voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et tout ça, c'est en train d'être absorbé par les propriétaires privés, par l'ONF, par les gestionnaires publics, les communes. Et ça commence à se diffuser. C'est-à-dire, ils commencent à dire voilà, là, il ne faut pas que je fasse de bêtises. Là, je peux aller sur une stratégie gagnante. Et justement, peut-être il me semble la particularité de ce que vous avez mis en place peut-être à Chantilly, dans le cadre de ce dialogue à la fois avec le gestionnaire, propriétaire et les citoyens et scientifiques, c'est aussi une approche qui n'est pas dogmatique, c'est ça, c'est ce que tu insistes souvent là-dessus, c'est-à-dire que face à toutes les incertitudes auxquelles sont confrontées les forêts, face aux incertitudes aussi auxquelles la science est confrontée, l'idée c'est de ne pas se mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est ça. Et de savoir aussi s'adapter. C'est exactement ça. Alors, on a appelé ça recherche-action. C'est-à-dire que d'habitude, le circuit, c'est la recherche essaye de comprendre, puis une fois qu'on a compris, on donne des solutions, puis machin, truc bidule, puis ça descend comme ça. Là, on fait tout en même temps. On sait que c'est incertain. Donc, ce qu'on comprend et qu'on arrive à transformer en outil tout de suite immédiat de recommandation, on le fait. Ce qu'on n'a pas compris, on continue à chercher, etc. Alors, comment on fait ça ? C'est le propriétaire, le gestionnaire, ils arrivent avec un désarroi, parce que quand la forêt meurt à ce point-là, c'est un désarroi profond. Il y a un attachement profond à la forêt, donc il y a un désarroi. Ce désarroi, on le transforme en thématique de recherche, d'action immédiate. Alors pour faire ça, on le fait tout le monde, c'est-à-dire les chercheurs, les élus, le gestionnaire, le propriétaire, les citoyens, parce que chacun arrive avec son bagage, avec son réseau de relations, et puis après on tourne, on définit des actions, et puis on va chercher les sous pour chercher, parce que c'est jamais gratuit toutes ces histoires-là. Voilà. Et du coup, justement, à Chantilly, donc ça fait combien d'années déjà que cette initiative est Alors, cette initiative, elle a été pensée pendant le Covid, comme quoi ça servait à quelque chose. Et donc, on a commencé à la mettre en place en 2020, fin 2021. Ça va faire 5 ans, 4 ans. Voilà. Et il y a d'autres exemples en France de ce type qui fédèrent comme ça toutes les parties prenantes ? Il y a eu différents exemples avant Chantilly. Mais pas au point où parce qu'à Chantilly, on a quand même rassemblé plus de 50 chercheurs, 13 laboratoires. C'est immense. Il y a 400 bénévoles qui travaillent avec nous. C'est 1,8 million d'euros qui ont été déjà dépensés en 4 ans.
C'est l'endroit où ça s'est le plus cristallisé, cette recherche transdisciplinaire, multidisciplinaire, etc. Avant, c'était plutôt une équipe de recherche des écophysiologistes qui travaillaient sur tel truc. Nous, les pédologues, on travaillait sur tel autre site, etc. Et Chantilly, c'est le premier où vraiment il y a voilà. Donc après, il y en a d'autres sur les bocages par Hervé Jactel. Il y en a d'autres comme ça qui sont un peu emblématiques. Il y a la vallée de la Dolère, dont je m'occupe aussi pour le dépérissement du sapin. C'est en train de s'amplifier, le phénomène. Et justement, Katia, une des grandes questions là-dessus, c'est on voit bien que c'est ce type de pratique renouvelle en profondeur les pratiques de gestion de la forêt et nécessite d'une certaine manière de mettre en place des expérimentations, de pouvoir modifier des stratégies. Il faut savoir, peut-être on ne s'en rend pas compte, mais la plupart des forêts sont sous le coup de plans d'aménagement sur 20 ans, etc. Donc il y a une certaine rigidité des droits qui encadrent, du cadre réglementaire qui encadre des forêts. Comment justement ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que cette possibilité d'expérimenter, de faire de ces recherches-actions, est-ce que c'est des choses qui pourraient être multipliées, qui pourraient être encouragées par une nouvelle réglementation? Existe-t-elle déjà? Alors c'est vrai que ce qui est très intéressant, ce qui se passe avec les forêts, c'est que toutes les disciplines de la forêt se retrouvent. Même nous, les juristes, on va voir les scientifiques et puis vice-versa, parce qu'on se rend compte que de toute façon, on ne peut plus être cloisonné sur ces différentes problématiques. Et on se retrouve vraiment sur le terrain tous ensemble, mais même avec les acteurs de la forêt, les propriétaires privés, les propriétaires publics, les communes, les élus, les promeneurs, les chasseurs, enfin tout le monde s'y met, parce qu'effectivement, tout le monde est concerné. Et ce qui est très intéressant dans cette expérience, mais on le voit aussi dans d'autres sujets de recherche, c'est que les propriétaires viennent nous voir pour nous dire nous, on a besoin de nouvelles réglementations, de nouvelles recherches. Comment on fait? Alors, toutes les forêts, publiques ou privées, sont soumises à ce qu'on appelle des plans de gestion. Les forêts publiques, c'est une chose. Les forêts privées, c'est à partir d'une certaine superficie. Alors, justement, il y a eu un changement. Avant, il fallait une superficie de 25 hectares pour avoir obligatoirement un plan de gestion. Un document de gestion, en fait, c'est une sorte de feuille de route que chaque propriétaire doit élaborer en faisant état de sa forêt, des plans de coupe, et tout ça c'est strictement contrôlé. Il y a un cadre légal, mais aussi politique. Il y a une politique publique qui dresse l'état général des forêts, le nombre de coupes à réguler. On appelle ça vraiment les coupes régulées, pour pas qu'il y ait non plus de déforestation chez chaque propriétaire. Et donc il y a un contrôle justement de ces coupes. Et avec la situation notamment des incendies, il y a une loi en juillet 2023 de lutte contre les incendies de forêt qui a abaissé ce seuil à 20 hectares pour obliger les propriétaires à adopter un plan de gestion, parce que tous les propriétaires ne le font pas, même chez certaines communes, donc dans les forêts publiques, justement pour avoir un état, une connaissance de l'état de ces forêts. Alors, ce droit est très utile parce que ça permet justement de réguler ces coupes, cette gestion. Mais effectivement, quand on parle de plan de gestion, ils sont prévus sur plusieurs années. C'est-à-dire que ce document impose aux propriétaires de faire telle coupe pendant telle année, etc. Mais il y a des accidents, un incendie, on est obligé de tout couper, des maladies, il faut faire des coupes rases. C'est pas prévu dans le plan de gestion. Alors il y a aussi des dérogations, mais quelquefois, au contraire, il y a des propriétaires privés qui ne voudraient plus couper pour régénérer mieux la forêt. Et lorsqu'ils ne respectent pas le plan de coupe, là aussi, dans les contrôles, on peut leur reprocher ça parce que c'est pas prévu dans le plan. D'accord. Et effectivement, c'est une certaine rigidité. Alors là, on est vraiment confronté aussi à un problème de temporalité. La forêt a son propre rythme très lent. Le droit est conservateur, mais les besoins aussi économiques ou sociaux vont peut-être plus vite. Et là, avec le changement climatique, on est aussi dans une conjonction de temporalité qu'il faut mieux adapter. Et justement, la question, c'est de savoir si on ne peut pas, plutôt que de faire des plans de gestion à 10 ans ou 15 ans, les ramener et donc effectivement faire des expérimentations, comme c'est le cas en forêt de Chantilly, pour donner de la souplesse à ces documents de gestion, parce qu'au contraire, sinon, il y a des sanctions administratives, voire même judiciaires.
Sur ces questions de droit, il y a un concept qui revient souvent justement pour dire, qui est mis en avant comme une solution pour aider à préserver justement la forêt. C'est cette question de personnalité juridique, donner des droits à la forêt, en faire une personnalité juridique. Est-ce que ça pourrait, c'est quelque chose qui, j'aimerais bien connaître votre regard là-dessus et savoir si effectivement c'est une solution aussi qui pourrait aider à mieux expérimenter et favoriser, on va dire, ce nouveau rapport à la forêt. Alors, il existe déjà de très nombreux dispositifs juridiques de protection. Forêt de protection, réserve intégrale, réserve de biodiversité, enfin, il y a vraiment tout un corpus de protection qui existe. Alors déjà, qui n'est pas forcément respecté. Ça, c'est un premier point. Et deuxième problématique, ces dispositifs de protection subissent aussi beaucoup d'exceptions. J'évoquais la forêt de protection qui est quand même un dispositif un des plus protecteurs et un décret va autoriser donc des forages pétroliers ou des forages miniers dans ces réserves. Parce que si ces forêts font l'objet d'une protection, c'est que déjà par leur nature, elles méritent, elles sont des ressources de biodiversité, etc. Elles sont un patrimoine culturel ou scientifique qu'il faut préserver. Alors effectivement, on se rend compte que les forêts ne sont pas toujours protégées comme il se doit et certains en appellent à une personnalisation juridique de la forêt ou de la nature. C'est de faire de ces forêts des personnes. Alors l'exemple très célèbre, en fait cette idée de la nature, de la personnalité juridique de la nature nous vient des États-Unis. Lors d'un contentieux très concret dans les années 70, un projet de Walt Disney qui voulait raser une partie de la forêt de séquoia en Californie pour y installer un centre de vacances de ski pour les employés. Alors ça a suscité beaucoup d'émotions évidemment au niveau local. Et les instruments juridiques communs n'ont pas suffi. C'est-à-dire qu'en général, on pense à des associations qui défendent les forêts, mais il faut démontrer un intérêt à agir, ce qui n'était pas le cas. Et donc, la question est venue d'un professeur de droit de l'Université de Californie qui a eu cette idée de faire plaider les arbres devant les juges. Si personne ne peut défendre les arbres, pourquoi eux n'iraient pas se défendre tout seuls? Un peu comme une personne. C'est une problématique très construite parce qu'il dit, même les personnes physiques comme nous sommes tous des personnes physiques dans le droit, n'ont pas eu historiquement toujours ce droit de se défendre. On pense aux esclaves, aux femmes, même aujourd'hui aux enfants. Et il fait des comparaisons entre les forêts d'une part et le statut des esclaves, là aussi, d'autre part. Alors, ça n'a pas pris au niveau juridique, mais malgré tout, cette idée a commencé à faire son bonhomme de chemin parce que cette personnalité juridique de la nature a été reconnue dans d'autres pays, jusqu'en Espagne récemment, parce qu'avant c'était une affaire plutôt exotique. On disait que seuls les Maoris personnifiaient un petit peu la forêt. Mais maintenant, les Espagnols n'ont pas personnifié une forêt, c'est une lagune qui subissait de très très grosses pollutions. Et l'Espagne, c'est très particulier parce qu'ils ont un droit différent d'une autre. Mais par contre, cette loi a bâti un corpus très concret avec des institutions de représentation pour défendre justement les forêts. Alors en France, il y a un débat autour de ça parce que certains juristes vont considérer que les associations le font très bien, donc il n'y aurait pas lieu d'être. Ce à quoi on peut aussi rétorquer que si un jour, comme en Pologne par exemple, ça a été le cas de la forêt de Białowieża. Ok, la dernière forêt primaire de plaine. La Pologne, il y a quelques années, dans le contentieux autour de cette forêt, avait d'abord dans un premier temps, parce qu'il violait le droit communautaire, les directives Habitat, faisait des coupes rases dans cette forêt primaire, ont d'abord réformé le code forestier pour autoriser en considérant que ces coupes rases étaient en fait des coupes sanitaires et autorisées. Ça, voilà. Tout est possible en droit. Le droit, c'est de la fiction, donc on peut tout imaginer. On pense même en droit à donner la personnalité juridique à des robots pour vous dire que tout est possible. Donc pourquoi pas aussi pour les forêts. Et dans ce contentieux européen, ensuite, le droit polonais a réformé le droit des associations en leur empêchant l'accès aux juges. Donc nous, en France, on a un droit des associations qui fonctionne pas trop mal. Il y a un contentieux, mais c'est quand même très difficile pour des associations de démontrer un intérêt à agir. Quand ils le font, c'est quand même une victoire, mais c'est vraiment un parcours de longue haleine. Et donc, il y a cette question, mais ça pose des questions très pratiques. Si on donnait la personnalité juridique à une forêt,
un arbre ne peut pas se déplacer devant un juge, forcément. Donc, qui parle pour la forêt? En droit français, comment on va aménager cela? Il y a plein de choses que l'on pourrait créer, comme en Espagne. Donc, là aussi, à nous d'adapter cela. Mais il existe, à côté de la personnalité juridique, des droits de la nature. Le droit à la dignité, le droit de ne pas être coupé, ou le droit d'être coupé, par exemple, selon des plans de coupe qui respectent l'arbre, etc. Et donc, on pourrait dupliquer certains droits. Donc, là aussi, il y a tout un débat. Est-ce que l'on doit donner tous les droits aux arbres? Est-ce qu'ils auraient le droit de vote, par exemple? Donc, là, je ne vais pas partir dans ce débat-là aujourd'hui. Donc, ce serait aussi... Alors, c'est ce qui existe en Équateur. C'est vraiment, la Constitution de l'Équateur a reconnu le droit à la dignité et à l'intégrité de la nature. Oui. Et dernier exemple, parce que pour ne pas paraître non plus exotique, mais même la Constitution suisse, dans l'article 120, a reconnu le droit à l'intégrité des plantes d'un point de vue génétique pour encadrer aussi la recherche sur ce point-là. Donc la dignité humaine n'est pas la seule à être reconnue, il y a aussi une dignité de la nature qui existe aussi en Europe. Très intéressant, et on sent effectivement que ça soit du côté du droit, que ça soit du côté de la science et de ces échanges aussi avec les citoyens, il y a quand même une émulation ces dernières années en réponse à ce grand défi d'accompagnement. On le sent bien, enfin, les forêts, certes il y a des grandes forêts tropicales en libre évolution du côté de l'Amazonie, etc. Chaque année on sait que leur surface, hélas, diminue, mais la plupart des forêts, notamment en Europe et en France, on en a beaucoup parlé, sont très contraintes par nos vies quotidiennes, par nos villes, par nos usages, etc. Donc, leur avenir est intimement lié aux nôtres et aux décisions qu'on prendra. Et est-ce que toutes ces réflexions, on sent que derrière tous ces projets locaux comme à Chantilly, etc., il y a derrière se dessine aussi peut-être le souhait qu'il y ait une véritable politique publique des forêts pour répondre à toutes ces ambitions et ne pas louper la marche, puisqu'on sait que les décisions qui vont être prises sont... la forêt, vous l'avez rappelé, c'est un temps particulier, un temps lent. Donc les décisions qu'on prend, le temps va passer avant qu'on se rende compte du bien fondé ou au contraire de l'erreur commise. Et donc pour rectifier le tir, c'est quand même assez délicat. Donc quel est l'état aujourd'hui justement de la politique publique des forêts en France? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et on terminera peut-être là-dessus justement comme on va dire, matrice idéale pour accompagner ce changement dans un paysage comme le paysage français. Alors, pour commencer, une précision, la France a aussi une forêt primaire en Amazonie. Parce qu'on parle beaucoup de la métropole, mais on a des forêts outre-mer, on a même des forêts tropicales avec les mangroves qui sont régies par le code forestier. Et ça, c'est quand même une bizarrerie aussi juridique, parce que les mangroves, c'est plutôt du niveau maritime ou fluvial. Donc on a mis les mangroves en tant qu'arbres, donc on définit tout aussi. Et alors une politique publique, en fait, c'est très simple. C'est qu'est-ce que l'on veut décider et comment on décide pour la forêt. Comment on veut la gérer, qu'est-ce qu'on veut faire de la forêt. D'un point de vue administratif et politique, le code forestier attribue cette compétence à l'État. En France, c'est la centralisation, c'est différent en Italie, ou en Allemagne aussi, par exemple. Mais en France, c'est l'État qui décide de cette politique forestière. Et donc, cela se traduit par un plan national de la forêt et du bois, le PFNB, qui se décline au niveau local. Donc, on aime beaucoup cette stratification régionale. Et cette planification régionale, ensuite, s'applique à toutes les forêts publiques. Et il y a la même chose au niveau privé. Donc on aime aussi une certaine hiérarchisation qui vient du haut et ensuite qui s'applique au fur et à mesure. Alors c'est un avantage d'une uniformisation de la politique. Donc ça c'est quelque chose. Mais aujourd'hui ça ne fonctionne plus parce que ce qui est décidé en amont sur 10 ans ne fonctionne plus non plus tellement sur le terrain. Et alors aujourd'hui il y a certains politiques qui prennent conscience de la nécessité d'adapter sur le terrain cette politique.
Et même, c'est l'inverse qui commence à se produire, c'est-à-dire que les acteurs, mais très concrètement, alors ça va être le cas à Chantilly, ça peut être aussi le cas, je vois près de Nancy, on a la plus grande forêt urbaine à Nancy dans le Grand Est, c'est la forêt de Haye, qui est une forêt de protection. Mais en fait, les élus locaux, les associations de citoyens, les randonneurs, les chasseurs, tout le monde se met autour de la table, parfois c'est houleux, pour se dire qu'est-ce que l'on va faire, quel est notre projet local autour de cette forêt. Et en fait, la politique publique, elle se construit aussi par le bas. Elle a plus de chances aussi de mieux se concerter parce que quelquefois, les règles qui sont imposées par le haut ne sont pas bien vécues par les gens. Les randonneurs ne savent pas pourquoi ils ne peuvent pas randonner tel jour. Les chasseurs ne savent pas pourquoi ils vont être sanctionnés s'ils ne respectent pas les plans de chasse, etc. Tandis que s'il y a cette concertation et une réappropriation des gens qui définissent la politique publique, alors le droit peut permettre aussi ça. Donc là, on est aussi, c'est ça qui est très intéressant dans ce changement un petit peu de climatique, c'est que les gens finissent par se retrouver. Alors, quelquefois, ils sont un peu obligés de revenir devant la table, parce que ce sont des élus locaux, par exemple dans ma ville, qui mettent autour de la table les chasseurs, les randonneurs, les botanistes, etc. C'est pas évident. Même les élus ne s'entendent pas, s'ils sont urbains ou ruraux, enfin bref, mais ils discutent. Et lorsqu'ils sont contraints de définir quelque chose par le bas, ils se comprennent mieux et c'est aussi parfois comme ça que peut mieux réussir une politique publique. Merci. Et Laurent, comment les scientifiques justement peuvent accompagner ce mouvement qui semble nécessaire juste pour refonder et garantir l'avenir de la forêt? Alors moi j'ai une super méthode qui n'est pas une table, mais qui est une fosse pédologique pour faire discuter un chasseur avec un ramasseur de grenouilles. Parce que quand on est à 3 en train de ramasser du sol à 3 mètres de profondeur, qu'il pleut, qu'il vente, machin, assez vite, on en vient à discuter des valeurs et pourquoi on aime bien la forêt, quoi. Et donc c'est radical, ça marche bien. Ça a commencé comme ça en fait, le dialogue. Ça a commencé par le fait qu'on les a formés à la méthode scientifique, qui nous ont aidés à comprendre ce qui se passait, parce qu'eux-mêmes voulaient le comprendre. Ils sont devenus des citoyens éclairés, en fait. Et puis maintenant, c'est des citoyens ambassadeurs. C'est-à-dire que le débat est apaisé à Chantilly, et ça percole dans les familles, ça s'étend un peu comme ça. Et après, comment on a fait la méthode? On a d'abord co-construit avec tout le monde, les élus, les citoyens. On a co-construit la façon dont on allait travailler, comment on allait construire la forêt du futur. On s'est mis d'accord sur une méthode, tous déjà. Et puis une fois qu'on s'est mis d'accord sur la méthode, on l'a appliquée. Alors la méthode, c'est quoi? C'est un socle. Alors le socle, c'est pas que les connaissances scientifiques. Le socle, c'est le partage. C'est le partage des valeurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime dans ma forêt? Qu'est-ce qui plaît dans ma forêt? Est-ce que c'est la même chose que toi, etc. Et puis petit à petit, on arrive à extraire la quintessence de ce qui fait le lien de toutes ces personnes-là sur la forêt de Chantilly. Après, bien sûr, il faut amener les connaissances scientifiques. Et puis après, il y a eu une étape de controverse, pas de polémique, mais de controverse. C'est-à-dire de débat autour justement des valeurs, de ce qu'on connaissait, ce qu'on ne connaissait pas, etc. Donc ça, c'était le premier, c'est ce qu'on a appelé le socle. Après, on a fait un scénario on a imaginé les futurs souhaitables de la forêt, mais là, c'était un travail dirigé, c'est-à-dire qu'on a mis au point 3 scénarios très contrastés, et on a fait réagir tout le monde à ces 3 scénarios contrastés. Ils étaient volontairement caricaturaux. Voilà, pour que les gens voient un peu... Mais ils ont utilisé tout le matériel du socle pour traiter ce sujet-là. Et là, on a terminé la dernière étape, la construction de scénarios de la forêt du futur. Comment on passe de l'état A à l'état B qu'on aurait envie de voir arriver. Donc comment on a fait ça? D'abord, on a imaginé le contexte, ça va être quoi le futur? Est-ce que la ville de Paris va s'étendre jusqu'à Chantilly, par exemple? Voilà, on a imaginé tout un tas de trucs. Une fois que le contexte est fixé, qu'est-ce que j'ai comme levier? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est viable à long terme? En termes de coût, de coût-bénéfice. Voilà. Là, maintenant, le propriétaire, le gestionnaire, le COMEX, en fait, on a un comité exécutif qui gère un peu tout ce bazar-là. Donc, c'est fini le temps où c'était le gestionnaire propriétaire, le dialogue à deux, là.
Ce temps-là, il est complètement fini. Le changement climatique a complètement fait exploser ça. Et donc, maintenant, évidemment, c'est quand même le propriétaire qui prend la décision. Mais il va s'alimenter de tout le jus de ces réflexions qui ont été faites. Et alors, dans la démarche, ce qui est assez impressionnant, c'est pour établir les scénarios, c'est un groupe de 15 bénévoles. C'est même pas nous, c'est pas les scientifiques, c'est 15 bénévoles qui sont déclarés volontaires. Et ils ont imaginé les enjeux sur l'eau, sur l'accueil du public, sur la biodiversité. Et c'est eux qui ont bossé. C'est eux qui ont présenté ça à l'ensemble de tout le monde. Et puis après, on a fait les ateliers. Et ça a super bien marché, en fait. Voilà, c'était l'expérience de Chantilly. C'est une belle note d'espoir et de reconnexion entre citoyens et le monde de la forêt. Donc, merci. Je vous propose de prendre à présent des questions du public, s'il y a des questions. Et en tout cas, merci déjà. Merci à vous deux pour cette discussion. On peut frapper un peu dans nos mains. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci. Vous parliez tout à l'heure de réserve intégrale. Je pense à la réserve du Lovitel, etc., où vraiment les humains sont interdits de pénétrer. Il y a ce fameux Francis Allais qui a ce projet de forêt primaire en Europe. Autant sur le plan scientifique que juridique, est-ce que ça a du sens? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas de combien d'hectares il veut faire ça. Et je ne sais pas quel est le délire, mais en tout cas, est-ce que ça vous paraît pertinent et faisable? Là, on est typiquement dans ce dont on parlait sur la libre évolution, c'est-à-dire, je vais prendre juste l'exemple de Chantilly. On sait déjà qu'il y a des zones, ça va être de la savane. On pourra mettre des éléphants dedans. Voilà. On le sait déjà. C'est-à-dire que ce sera même plus de la forêt. Il y aura 3-4 arbres et des graminées. Voilà. Et une fois que les graminées sont installées, il faut y aller. Il faut retrouver une forêt derrière. Ils veulent faire dans les Vosges. En plus, c'est à cheval entre deux pays. Donc, ça rajoute une difficulté. La motivation derrière, c'est plus c'est grand, plus on va avoir cet effet climatique de réarrosage, machin, etc. Bon, les Landes, c'est quand même 1 million d'hectares. Il ne peut pas plus dans les Landes qu'ailleurs. Donc, il faut vraiment avoir une surface type forêt amazonienne pour que ça puisse marcher. Après, l'intérêt autre, c'est la biodiversité. Et donc, réintroduire toute la chaîne avec les loups, avec les ours, enfin, tout ce qu'on veut. Pourquoi pas? Mais ça, pareil, ça suppose qu'il n'y a plus personne qui vit dedans. Or, là, les Vosges, c'est quand même une des zones forêtières qui est la plus densément peuplée, en fait. C'est blindé de petits villages, quoi. Donc, comment il va gérer ça avec les élus, etc. J'en sais strictement rien. Voilà. Donc, oui, ça a un intérêt, mais la faisabilité me paraît complètement... Et puis, les arguments climatiques me paraissent complètement fallacieux. Mais voilà. Alors justement, j'ai été interrogée par des étudiants d'AgroParisTech, mais du plateau de Saclay sur cette question. Et ils sont venus nous interroger sur le site. Alors, pourquoi Grand Est? Parce que la région, déjà, c'est la seule région de France où il y a plus de forêts publiques que de forêts privées. Et le territoire est boisé à 31%. Donc, c'est un bon taux de boisement par rapport à d'autres éléments. En plus, effectivement, il y a une dimension, alors ça aussi c'est très intéressant d'un point de vue juridique ou politique, il y a une dimension transfrontalière. Pour moi, c'est un excellent exemple de politique publique qui a tous les défauts d'une politique publique, mais qui a tout aussi les innovations et les espoirs. Parce qu'en fait, c'est un projet qui vient du haut, c'est une idée qui va être imposée du haut, et il y a beaucoup de réticences sur le terrain par rapport à un catapultage d'une idée qui vient un petit peu de l'extérieur. Que ce soit au niveau des élus, parce qu'il y a beaucoup de communes forestières, et les communes forestières sont très attachées à leur territoire et à leur forêt. C'est un budget forestier déjà, et puis c'est quasiment viscéral. Il y a toute une histoire derrière. Et donc, depuis des siècles, elles l'ont géré. Donc, quelqu'un qui vient imposer son idée, ça passe pas forcément. Puis, il y a aussi les petits propriétaires forestiers. Mais dans tout ça, il y a aussi des petits propriétaires forestiers qui souscrivent à cette idée, mais sans s'y rattacher. Il y en a qui font de la libre évolution sur leurs dizaines d'hectares. Ils n'attendent pas Francis Allais pour faire de la libre évolution. Donc, ça aussi, c'est assez intéressant.
Et il y a un problème de méthode avec ce projet. C'est parce qu'il n'y a pas de concertation, parce qu'on est typiquement dans un cadre de politique publique verticale qui vient du haut. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une politique publique qui est portée par des acteurs privés. C'est une association. Donc, il y a un court-circuitage d'une voie traditionnelle de politique publique, et c'est peut-être ça la chance, c'est que finalement ça vient d'ailleurs. Et puis, ça fait réfléchir aussi un petit peu le terrain, parce que c'est un projet quand même qui associe plusieurs fonctions de la forêt. Il ne va pas y avoir une sanctuarisation de la forêt. J'ai un petit peu creusé, mais là aussi, le projet n'est pas abouti. Il y a quand même d'envisager une dimension économique, sociale, parce qu'effectivement, dans les Vosges, il y a une filière bois, il y a des scieries, etc. Mais là aussi, qui est en évolution, parce qu'il se repose plein de questions, parce que les bois ne répondent plus non plus à ça. Enfin, il y a la dimension internationale. Ça, c'est très intéressant aussi. Ça montre que la forêt, elle n'en a rien à faire des frontières. Elle déborde sur une commune, elle va dans une autre région, un autre pays. Et ça, c'est aussi intéressant à mon sens, parce que enfin, quelqu'un ou des personnes réfléchissent à une forêt en termes de massif. On ne s'arrête pas à des frontières humaines. Et ce qui est très intéressant enfin, c'est qu'ils vont organiser en fait une continuité forestière. C'est ce qui manque aux forêts. Il existe les trames vertes et bleues, enfin les trames vertes, donc des continuités écologiques. Et donc là, ça sera aussi intéressant de recréer ces corridors. On redonne du lien, en fait, et même à certains massifs, même dans les Vosges. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez, ça paraît petit, mais il y a quand même des guerres de massifs. Il y a des gens selon les vallées qui ne se parlent pas, comme dans toutes les montagnes. Et mine de rien, ils sont aussi amenés à se concerter entre eux. Donc c'est quand même un projet intéressant et qui remet au goût du jour, en fait, un impératif de protection des forêts. Une autre question ? Vous avez donné tout à l'heure un chiffre qui m'a étonné. 75% des forêts sont privées. Elles appartiennent à qui, alors, ces forêts ? Propriété privée. Alors là aussi, quand on parle des propriétaires privés, c'est très différent. La majorité de ces propriétaires, alors j'avais pris les chiffres parce qu'ils sont aussi très particuliers. La majorité de ces propriétaires, je ne sais pas si je vais vous les retrouver, sont ce qu'on appelle des petits propriétaires. Ça y est, j'ai retrouvé les chiffres. Donc sur les 3/4 des forêts privées, il y a 3,5 millions de propriétaires. C'est énorme. Mais dans ces 3,5 millions, l'écrasante majorité sont donc des toutes petites parcelles de moins de 4 hectares, donc qui échappent au radar de la gestion forestière. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, que c'est à partir de 20 hectares maintenant. Alors, quelquefois, il y a des gros propriétaires, type des banques, des fonds d'investissement aussi, qui possèdent des forêts, qui font des assurances, donc de l'investissement aussi dans les forêts, parce que la forêt, c'est aussi un placement. Le droit et le droit fiscal organisent ce placement financier. C'est vraiment valorisé. Mais la plupart des propriétaires sont vraiment des petits propriétaires, donc c'est plutôt des propriétés familiales. Certains achètent des petites parcelles pour avoir leur forêt, faire du bois et un petit peu d'argent aussi. D'autres propriétaires, ce sont aussi des propriétaires un peu historiques, des vieilles familles qui ont des patrimoines forestiers. Ça a un peu défrayé la chronique dans la Chartreuse l'été dernier, parce qu'il y a un propriétaire qui a bénéficié aussi d'une loi pour interdire l'accès à sa forêt pour les randonneurs. Il y a eu ça dans la Chartreuse, il y a eu ça aussi dans les Vosges, entre autres. Et il y a certains propriétaires, alors ça c'est aussi le travail des notaires, dont on ne connaît pas l'identité, parce que c'est à propos de succession ou de remembrement. Il y a des communes qui voudraient faire des échanges de parcelles pour mieux organiser leur forêt et qui voudraient proposer à des propriétaires de faire ces échanges. Eh bien, on ne retrouve pas ces propriétaires parce qu'ils sont morts, il n'y a pas d'héritiers, ou bien il y a eu des Américains, par exemple, pendant la guerre, qui avaient acheté des forêts puis qui sont rentrés, et on ne retrouve pas forcément les propriétaires. Ce qui fait qu'il y a des parcelles qui sont laissées en libre évolution, qui ne sont pas gérées, en raison aussi un petit peu de cela. Donc c'est très différent et c'est très éclectique. En fait, le remembrement agricole qui s'est fait au forceps n'a jamais eu lieu pour la forêt. Voilà, donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation de ce type-là. On a, je ne sais plus combien, plus d'1 million de propriétaires qui ont moins d'1 hectare. Ça me permet de rebondir sur cette question. Ça commence où la définition d'une forêt ?
2 arbres, 3 arbres Parce qu'on parle des petites parcelles, mais si on a 3 arbres dans son jardin, est-ce que c'est une forêt? En fait, c'est très codifié. On utilise la définition de la FAO. En fait, alors ça c'est très intéressant, la définition de la forêt, parce que il y a une définition internationale effectivement de l'Organisation mondiale pour l'alimentation, la FAO, qui renvoie à des normes un petit peu techniques. Donc je cite des terres qui occupent une superficie de plus de 0,5 hectares, donc déjà une superficie, avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10% et avec des arbres capables d'atteindre ces seuils. Alors, ensuite, il y a des définitions, on va dire, au niveau des États, voire au niveau local. Par exemple, la savane, c'est une forêt. Et pourtant, c'est assez disséminé. Les mangroves sont des forêts. Et le droit français, en fait, ne définit pas tellement ça. On ne s'est pas raccroché à la FAO. Le droit va plutôt dire que les landes, on va appliquer le droit forestier, le code forestier aux landes ou aux bois et forêts que la loi définit. Et la loi, parfois, c'est le cadastre. Et donc, dans le cadastre, donc c'est vraiment la cartographie des propriétés. Il y a des classifications et on va mettre donc en bois, surface agricole ou pas, etc. Et lorsque c'est classé en forêt, eh bien, il y a aussi les types d'essences qui sont donnés. Et alors, je dis, le droit, c'est de la fiction, parce que lorsque la forêt disparaît, il y a des incendies, des éboulements, etc. Et ben, il n'y a plus d'arbres, mais ça va rester de la forêt. Parce que on va replanter, en fait, c'est la destination du terrain forestière qui définit en fait cela. Donc le petit bosquet au bout de votre jardin, ça ne sera pas forcément de la forêt, même si vous pourrez y faire, même si les bois techniquement peuvent être aussi considérés en fait soumis à cette réglementation de la forêt. Pour la même raison, un verger n'est pas qualifié de forêt parce que la destination est agricole. Selon les critères de la FAO, un verger est une forêt. C'est juste une petite question de curiosité. Est-ce qu'en France, il existe des petits pans de forêt encore primaires où vous parliez tout à l'heure de la forêt de Białowieża entre la Pologne et la Biélorussie, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un petit vallon pyrénéen, je ne sais pas, je suis en plein délire, mais est-ce qu'il y a des petits pans secrets qui ont été préservés de la main de l'homme et de l'activité humaine, au moins pendant des siècles ou voire des millénaires? En fait, on utilise... Quand on passe des coups de lidar, donc aériens, toute la surface forestière a été circulée. On retrouve des vestiges gallo-romains, on retrouve des vestiges beaucoup plus anciens même. On retrouve des vestiges de la guerre 14-18. Sur Chantilly, il y a à peu près 1583 entités différentes. Donc vous voyez, c'est énorme. Et là, je compte même pas les voies de circulation, c'est-à-dire les voies d'exploitation. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a des cloisonnements, etc. Mais bon, quand il faut aller chercher le bois qui est là-bas, on sort un peu du système. Et en fait, on voit des zones qui sont complètement... Il y a des vermicelles de tassement de sol parce que les consignes n'étaient pas respectées. Donc, dès lors qu'on commence à chercher, même en montagne, les Vosges, elles n'ont jamais été autant fermées que maintenant. Voilà. Et les montagnes, au contraire, elles ont même fait l'objet de replantations. À la fin du 19e siècle, les lois de 1912 et ensuite, effectivement, par un fonds forestier national. Donc, il y a plutôt du reboisement. Mais je reviendrai plus aussi à l'outre-mer, parce que là, en Guyane, on a cette forêt amazonienne qui suscite aussi beaucoup de controverses, comme on dit, voire de... C'est ce que je disais, dès qu'on fouille, soit avec le lidar, soit avec les archéos, on trouve des poteries, on trouve des vestiges des Amérindiens qui vivaient dans la forêt. Mais là, on est sur de la forêt primaire, typiquement. C'est aussi d'autres formes de protection, parce qu'en Guyane, il y a un parc national guyanais qui a un statut unique par rapport aux parcs nationaux en métropole. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Maintenant qu'on sait que les arbres sont des acteurs politique, c'est une... du chef de la recyclerie lui-même. Je ne suis pas le chef, je suis juste en charge de la programmation des événements et de la posture écologique du lieu.
Je suis désolé, j'ai dû faire un tour et du coup, je ne sais pas si vous avez parlé du sujet des droits de la nature. C'est intarissable, donc... Je voulais savoir ce que vous pensiez des initiatives qui sont en train d'arriver en France à ce propos, et notamment de la structure qui s'appelle Wild Eagle, qui a été montée par Marine Calmet. Alors, je ne connais pas bien la structure. Est-ce que vous pouvez peut-être rappeler en 2 mots votre centre d'intérêt, peut-être pour mieux répondre à votre question ? Je dis ça avec un avis biaisé, puisque je l'ai construit avec elle, cette structure. Non, en réalité, la question, c'est dans quelle mesure les esprits à l'intérieur du monde, alors peut-être scientifique plus que juridique, puisque je connais plus le milieu juridique que le milieu scientifique, mais sont prêts à entendre des propositions comme celle-là. Ça m'intéresse pas mal, notamment à l'échelle des forêts en France. Dans quelle mesure... En agriculture, on a un concept qui s'appelle le facteur limitant, qui dit qu'on peut pousser sur plein d'endroits, mais en fait, ce qui va bloquer, c'est celui qui est le plus bas de tous, que ça ne sert à rien de trop pousser par ailleurs. Je pense que c'est pareil en politique. À votre avis, qu'est-ce qui est en France le facteur limitant pour l'arrivée des droits de la nature et donc demain, pour qu'une forêt puisse avoir un statut juridique, une personnalité et des droits ? En fait, dans le monde juridique, même dans ma communauté scientifique, effectivement, ce sujet ne fait pas du tout l'unanimité, c'est très controversé, il y a beaucoup de clivages. Typiquement, les opposants vont dire on n'est pas les Maoris, on n'a pas ces conceptions-là, on a un système juridique qui fonctionne, donc on fait comme on peut. Alors, il y a plusieurs postures, c'est pas vraiment blanc-noir, il y a plusieurs positions. À l'inverse, il y a ceux qui vont dire non, notre système français fonctionne pas. Donc, si on en arrive là, il faut trouver des solutions. Et donc, il y a cette personnification juridique de la nature. Ces juristes sont aussi aidés, pas forcément du point de vue de l'Amazonie, mais aussi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Parce que là, il y a des juristes qui ont créé un nouveau code de l'environnement. Et d'ailleurs, c'est hyper d'actualité. Ça vient de tomber, un avis du Conseil d'État du 31 mai, mais là c'est pour un défaut de compétence. Il y a une province qui avait attribué la personnalité juridique à des éléments de la nature parce que ça faisait partie aussi de leur facteur culturel. Et donc avait reconnu la personnalité juridique à des tortues sous-marines par exemple. Mais là c'était un problème de droit, de compétence, donc c'était pas à la province de le faire, c'était à la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est hyper intéressant parce que c'est du droit civil, donc on en revient un peu à ces éléments-là. Et puis, il y en a entre les deux qui seraient un peu comme moi. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. On ne me le demande pas souvent. Ce que je trouve très intéressant, c'est que le droit doit s'adapter un petit peu aussi à la société. Et ces initiatives-là, pour moi, elles viennent d'abord de la société et des artistes. Le Parlement de la Loire, ça vient de là. Il y a aussi un Parlement des forêts qui ont resynthétisé un petit peu ça. Et je dirais pourquoi pas. Et si la société dit il faut personnifier la nature, on a tous les outils juridiques pour le faire. On est beaucoup plus avancé en droit sur les robots, alors que l'intelligence artificielle, elle est venue quand même plus récemment que la nature. Enfin, je sais pas, mais il y a quand même des décalages. Par contre, moi, je suis pragmatique avec beaucoup de collègues. Et on se dit, la société, elle n'est pas forcément prête, comme plein de choses, à dire que la forêt, c'est une entité. Moi, dans Epsilon, je dis c'est une entité juridique, je l'affirme, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Et en étant pragmatique, il faut parler en l'anthropocène, en disant, moi c'est ce que je fais à tout le monde, en disant, d'accord, vous ne voulez pas attribuer des droits de la nature, mais si la nature ne se défend pas, il n'y aura plus de nature, vous continuerez à aller randonner, à déverser tout ça. Les gens veulent invoquer leur droit à la nature, à aller dans la nature, à profiter de la nature, mais si elle disparaît, il n'y en aura plus, donc il n'y aura plus de droit. Alors, il y a le droit de la randonnée, mais aussi le droit à la santé, le droit de vivre dans un environnement sain. Et ça marche parce qu'il faut parler à notre société qui est basée sur un système économique particulier. Il faut parler aussi aux gens qui sont aux commandes de ça, en leur disant de toute façon, on va faire la tragédie des communs, vous continuez à exploiter, de toute façon, votre business il ne va pas continuer si on continue aussi comme ça. Et puis, il faut les accompagner dans ce switch aussi, parce que ce n'est pas non plus évident. Alors, parce que ce qui est très intéressant dans la personnalité juridique, c'est que tout de suite, on va dire maintenant, il faut contrebalancer aussi les intérêts d'une forêt avec les intérêts d'une exploitation agricole, pétrolière, économique, faire du bois, etc. Il faut mettre tout ça en balance. Et le mérite de la personnalité juridique de la nature, c'est de remettre la forêt au cœur de son droit. Ça, c'est vraiment ma théorie. C'est que on va mettre en balance le bois de chauffe, le bois énergie,
des activités économiques touristiques, mais il faut faire ça dans le respect de la nature. Et moi, alors, avec plusieurs collègues, on va plutôt militer pour les droits de la nature. Peut-être une dignité, mais c'est déjà en germe. Lorsque le droit reconnaît le préjudice environnemental, c'est d'une certaine façon reconnaître indirectement son droit à l'intégrité. Mais c'est insuffisant. De toute façon, c'est insuffisant. Et il y a des initiatives que je trouve aussi intéressantes sur le terrain. C'est que l'on commence aussi à devoir réfléchir à des modes de protection des massifs, en fait. Vraiment des massifs. Vraiment, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un collectif politique ou de citoyens qui vont le faire? Mais progressivement, on va commencer à mettre la forêt, ou même des fleuves, au cœur de nos projets de société. Et ça devient une entité, une personne. Je pense que ça devient aussi petit à petit. Mais chez les juristes, c'est très controversé. Il y en a qui sont vraiment contre la personnalité juridique de la nature. Mais quand on voit les Espagnols qui commencent aussi à dire maintenant Mar Menor, on ne parle plus de la Mar Menor, de la lagune, c'est Mar Menor, c'est son prénom. Eh bien, là aussi, ça commence aussi à entrer dans les mœurs. Je vois en Suisse, par exemple, il y a certains cantons où les forestiers demandent l'avis aux habitants sur les arbres à couper. Parce que les forestiers, eux, ils coupent les arbres moches. C'est quoi un arbre moche? C'est un arbre tordu qui sert à rien. Mais les gens, ils aiment ça parce que parfois c'est leur arbre, ils vont se promener, ils vont s'asseoir auprès de leur arbre, etc. Et donc il y a aussi cette concertation, donc il y a aussi un rapprochement de cela. Donc les juristes, je dirais, en tout cas ceux qui sont plutôt contre ces aspects-là, les juristes sont comme beaucoup membres de la société, ils vont pas en forêt, ils savent pas forcément ce que c'est un arbre. En fait, c'est en connaissant ces êtres. Un peu comme parlant les forestiers, les forestiers parlent des arbres comme des individus. Cet individu-là, ce sujet-là, eh bien, ça change vraiment le rapport. Et c'est un peu comme toi tout à l'heure dans ta fosse à tout le monde. Effectivement, on s'est retrouvés en mars. Tu étais là à Bussan. C'était un séminaire pluridisciplinaire. On a fait une tournée forestière avec des forestiers. Donc en mars, 2 degrés, pluie de grêle, enfin bref, on était tous les uns contre les autres. Et les forestiers nous ont parlé de leur forêt, mais vraiment de leurs arbres. Ils ont pleuré quand ils ont dû faire une coupe rase, ça leur déchire le cœur. Ils sont seuls parce qu'ils sont de moins en moins sur le terrain pour protéger leur forêt. Et en fait, c'est en allant les voir et c'est en allant en forêt que l'on peut vraiment prendre là aussi conscience de ça. Donc moi, j'emmène mes collègues, maintenant juristes, et même dans des formations pour des fonctionnaires ou des hauts fonctionnaires, je leur dis, mais allez en forêt, allez sur leur terrain, parce que vos arrêtés, les gens, ils ne les comprennent pas sur les terrains, et allez voir aussi les acteurs. Voilà, c'est compliqué comme question. Je la partage, en tout cas, ce que vous défendez. Mais il faut être pragmatique. Et en fait, il y a plein de solutions de toutes parts. Donc, il y a ça qui peut marcher. La reconnaissance des droits des forêts, les propriétaires privés qui, de leur côté, font de la libre évolution dans leur coin. Il y a des communes forestières aussi qui refusent des plans d'aménagement de l'ONF et des coupes et qui préfèrent aussi aménager leur forêt qui renoncent donc à des ressources financières, parce que pour des communes, c'est compliqué aussi maintenant de faire fonctionner les services publics, surtout dans les communes rurales, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fric. Donc la forêt, c'était vraiment une ressource budgétaire, et ils renoncent à ça pour, justement, avec cette dimension environnementale. Donc ce sont des choix. Je peux donner un exemple pour ça. Dans la vallée de la Dolère, donc c'est dans les Vosges, pour le coup, dans la vallée de la Dolère, c'est 75% de privé et 25% de public. C'est exactement la moyenne nationale, et c'est complètement atypique dans les Vosges, voilà. Et donc on se retrouve avec ce patch de forêt privée, forêt communale, publique, c'est géré par l'ONF. Et c'est une vallée qui est très touristique, ça va de Mulhouse jusqu'au Ballon d'Alsace. Il y a la Dolère qui passe au milieu. Ils avaient un problème d'exploitation, d'érosion, etc. Et donc ils se sont regroupés tous, les privés, les publics, pour construire les routes forestières qui permettaient de desservir toutes les parcelles. Et cette route-là,
Ils l'ont pas mis sur le budget de la forêt, ils l'ont mis sur le budget de l'eau, pour protéger les captages d'eau. Et ça, c'est complètement indolore pour les citoyens. C'est 1 centime d'euro par mètre cube. C'est que dalle. Mais ça permet de financer 3 agents qui entretiennent cette route-là. Ça permet d'éviter que la moitié des captages d'eau, c'est un des services rendus par la forêt, d'eau propre, de l'eau buvable par l'humain, et prélevée et sous la forêt. Parce que les racines, c'est des épurateurs. Les arbres, c'est des épurateurs. Et ils ont réussi, finalement, à faire passer cet aspect environnemental, non pas sur la forêt, mais sur l'eau, sur la gestion de l'eau. Et c'est indolore. Et tout le monde est content. Peut-être juste pour terminer sur cette question, je pense qu'en fait, la personnalité juridique est presque le seul moyen pour prendre en compte véritablement l'écosystème de la forêt. Parce qu'on parle de l'eau. Les eaux et forêts ont toujours été liées. Et en fait, personnifier une forêt permettrait enfin de prendre en compte sa véritable étendue. Elle serait plus coupée entre les frontières d'une commune, d'une parcelle forestière ou un mitage de tous les propriétaires privés. On parlerait en termes de massif, et puis on pourrait peut-être déborder aussi à l'étranger. Et ça, ce serait enfin la prise en compte d'une vraie identité. Et là, comme n'importe quelle personne. Sauf que c'est compliqué parce que, plus encore pour une forêt, parce qu'on parle de la personne juridique de la nature. Bon, la Loire, on sait où elle est. Bon, il y a son lit. Une forêt, elle vit, elle grandit. Sa lisière, elle bouge tout le temps. Et ça, c'est très perturbant pour notre société qui est habituée à avoir son carré de pelouse coupé au cordeau, même chez nous, dans nos appartements, etc. Donc il faudrait peut-être, je ne sais pas, vous projeter, imaginez que vous avez une maison avec un jardin, il y a une forêt, un jour vous passerez voir des randonneurs au bout de votre jardin parce que ça va devenir un autre élément peut-être un peu plus commun. Donc là aussi, il faut faire un switch de mentalité pour cela. Merci beaucoup. Donc on a compris que répondre à l'appel de la forêt, c'est nouer beaucoup de liens humains. C'est aussi imaginer des nouvelles entités qu'on n'avait pas pensé exister. C'est se poser des questions un peu stupides aussi. Si la forêt est un acteur évidemment politique, évidemment économique, social, culturel, juridique, qu'est-ce qu'ils iraient voter dimanche ? On va pas se poser ces questions-là, on va partir avec, mais faire en tout cas de la forêt une entité à qui il ne faut pas résister à son appel. Là, on a vu 2 exemples, je pense, très radicaux de l'appel juridique, l'appel scientifique pour devenir un appel citoyen, finalement. Voilà, c'était une belle traduction, je trouve, de l'esprit que Jean-Baptiste a voulu faire souffler par ce débat et à travers ce magazine, et que toute l'équipe d'Epsilon tâche de faire souffler, parce que la science, c'est faire du lien. C'est faire du lien avec le monde dans lequel on vit. C'est pas comprendre, c'est pas savoir, c'est faire du lien. Donc je vous remercie beaucoup pour ces liens que nous avons tissés ensemble et tissés avec le monde. Merci Hervé. Merci à vous. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager l'émission autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.